Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner une autre affaire horrible. Qu'est-ce qui fait durer un mariage sans amour, confiance ou respect de base? Certains restent pour les enfants, d'autres craignent le jugement ou l'opinion publique, et d'autres sont freinés par la religion ou un mélange de ces facteurs. Mais parfois, vouloir sauver un mariage à tout prix peut mener à une tragédie terrible. L'histoire de Jacqueline et Paul Crimble n'est pas unique, mais a choqué par sa cruauté, son avidité et son cynisme. La criminelle, surnommée la Veuve Noire, a été emprisonnée, mais sa fille a révélé qu'elle continuait à nuire, même en prison. Jackie Mary Bennett, née le 18 décembre 1974 dans le comté d'Armagh, Irlande du Nord, cadette d'une famille moyenne ordinaire. Dès l'enfance, elle était instable, gâtée, rebelle et parfois même agressive. Ado, Jackie empirait, devenant ingérable, mais sa famille blâmait la puberté, espérant que ça passerait. Au lycée, elle rencontre Paul Crimble, de 3 ans son aîné et son parfait opposé. Mais comme on dit, les contraires s'attirent, et ça marchait à merveille ici. Paul, jeune homme modeste et timide d'une famille pieuse, était un élève brillant et prometteur. L'audace, l'énergie et l'assurance de Jacqueline l'attiraient. Elle était la première, et sûrement la seule fille pour qui il avait de vrais sentiments. Les parents de Jackie approuvaient Paul, pensant qu'il la rendrait plus posée et raisonnable. Parfois, sa famille semblait mieux traiter Paul que Jackie, l'adoptant dès leur première rencontre. Cependant, les parents de Paul étaient prudents, mais n'ont pas empêché la relation du jeune couple. Les amis d'école notaient aussi que le couple semblait incompatible. Jackie provoquait souvent des conflits, préférant la force, tandis que Paul cherchait la paix, évitant la violence, étant amical, ouvert et responsable. Il tenait toujours parole, prêt à aider, décrit comme un jeune homme gentil, sensé et mature pour son âge. À 17 ans, Jacqueline est tombée enceinte et l'a dit immédiatement à son copain. Elle était en dernière année d'école et Paul, 20 ans, était déjà étudiant. En l'apprenant, Paul a tout de suite proposé de l'épouser et d'assumer la responsabilité. Jacqueline n'était pas prête pour la vie de famille, mais avorter était hors de question. Ni Paul, ni sa famille religieuse n'autoriserait un tel péché. Paul a donc acheté une bague et a officiellement demandé Jackie en mariage, qui a accepté. Le couple a célébré un mariage modeste en 1992 avec leurs proches. Fait intéressant, quelques jours avant, Paul a confié à son meilleur ami que Jacqueline et lui étaient trop différents, doutait de la sincérité de ses sentiments et avait même peur d'elle à cause de son tempérament. Le marié doutait aussi de l'aimer vraiment ou de ressentir juste de la sympathie. Mais n'ayant jamais eu d'autres relations, il ne pouvait comparer. Son ami l'a écouté et a tenté de le dissuader, l'avertissant qu'il ferait peut-être la plus grosse erreur de sa vie et serait malheureux à jamais. Mais Paul était déterminé, disant ne pas pouvoir quitter une fille attendant son enfant. Il croyait aussi que la maternité adoucirait le caractère de Jacqueline. Paul espérait le meilleur, sans savoir à quel point il se trompait. Début 1993, le jeune couple a accueilli leur premier enfant, une fille nommée Danielle. 6 ans plus tard, Jacqueline a donné naissance à leur fils Adam. Paul subvenait seul aux besoins de sa famille, s'assurant qu'elle ne manquait de rien. Après leur deuxième enfant, les Crimble ont décidé de déménager dans une maison plus spacieuse à Armagh en 2000. Paul occupait alors un poste d'ingénieur mécanique senior, avec un bon salaire. Sa femme, par contre, ne s'embêtait pas à travailler, prétendant préférer gérer la maison et élever les enfants. Cependant, elle n'excellait ni dans l'un ni dans l'autre. Jackie était égoïste, fainéante, colérique et souvent agressive même envers ses enfants. Quand les enfants ont grandi, Jacqueline a cherché du travail, mais son caractère querelleur l'empêchait de garder un emploi. De plus, elle passait presque tous les soirs au bar, buvant pendant que son mari restait avec les enfants. Même sobre, Madame Crimble n'était pas agréable, et sous l'effet de l'alcool, elle devenait une vraie furie. Elle provoquait des conflits, se bagarrait, jurait, et se comportait mal avec divers hommes. Toute demande de modération était mal reçue, et nul ne savait ce qu'elle ferait ensuite. Les voisins et amis connaissèrent la situation et plaignaient Paul et les enfants, qui souffraient le plus des frasques de Jacqueline. La famille vivant dans une petite ville tranquille, beaucoup connaissaient les escapades de la jeune femme et l'évitaient. Sa mauvaise réputation affectait son mari et ses enfants, qui subissaient les conséquences à l'école. Jackie menait une vie dissolue sans se cacher, fréquentant souvent les lieux de divertissement. Sa présence effrayait clients et personnel,
qui s'avère que son arrivée signifiait inévitablement conflit ou bagarre. Jacqueline terrorisait sa famille, pouvant s'en prendre à eux à tout moment. Paul évitait de se plaindre, mais son entourage remarquait son malaise en présence de sa femme ou en parlant d'elle. On lui conseillait souvent de la quitter, mais Paul craignait de perdre le contact avec ses enfants. Dans toute dispute, Jackie menaçait de le priver de voir leur fille et leur fils. Elle menaçait aussi de lui nuire via ses fréquentations. Des hommes de bar prêts à commettre des crimes pour elle. Face à ça, Paul cédait et se taisait d'habitude. Le dimanche 20 juin 2004 au matin, une femme apeurée a appelé les urgences. Elle disait que 3 inconnus les avaient agressés chez eux, ligotés et enlevé son mari. C'était Jacqueline Crumble. La police et les secours ont accouru à l'adresse. Ils ont trouvé une femme, mains liées dans le dos par un serre-câble. Ses jambes étaient libres, suggérant qu'elle s'était partiellement détachée. Fait notable, la victime n'avait aucune blessure sur le corps, malgré ses affirmations initiales d'avoir été battue et ligotée. Heureusement, les enfants du couple n'étaient là pas à la maison, ayant été envoyés chez leurs grands-parents paternels pour le week-end. Selon Jacqueline, le samedi soir, elle et son mari étaient allés se détendre dans un bar. Ils ont bu et sont rentrés chez eux après minuit. Mais quand Paul ouvrait la porte, 3 silhouettes ont surgi de l'ombre et les ont poussés à l'intérieur. Les intrus, armés, ont ligoté le couple, les ont frappés et ont exigé de l'argent et des drogues. Paul aurait tenté de les raisonner, suppliant de les libérer et promettant de ne pas appeler la police, ce qui les a énervés. Ils l'ont frappé plusieurs fois, puis ont commencé à l'étrangler avec un sac plastique devant Jacqueline terrifiée. Quand il fut clair qu'il n'y avait ni argent ni substance illicite dans la maison, les intrus décidèrent de voler au moins la voiture. Mais étrangement, ils emmenèrent le propriétaire, laissant la femme ligotée. Après leur départ avec Paul, Jacqueline réussit à atteindre le téléphone et appeler la police avec sa langue. Persuadée que son mari était peut-être vivant, elle supplia les détectives de le retrouver rapidement. Malgré sa détresse, la femme semblait étrangement calme, bien que les autorités ne s'en méfient pas encore. La voiture du couple fut signalée disparue dans le comté et les enquêteurs commencèrent à collecter des preuves. Ils cherchèrent des détails sur les agresseurs, mais Jacqueline affirma qu'ils portèrent des masques. Elle ne se souvenait d'aucun signe distinctif, vêtements, défauts d'élocution, boiterie ou autre. Elle a juste pu dire qu'ils étaient 3 et que c'étaient des hommes. Lundi matin, moins d'un jour après le début des recherches, la voiture des Crimble a été trouvée à 3 miles de la scène du crime. Elle était garée dans une ruelle déserte, à côté d'une maison abandonnée depuis longtemps. Dans le coffre gisait le corps mutilé du propriétaire, montrant des signes évidents de coups et de torture. L'homme de 35 ans avait les mains liées dans le dos, les jambes attachées et le corps couvert d'échymoses. Quand Jackie a appris cette découverte macabre, elle a réagi avec un calme surprenant. La perte brutale de son mari, père de ses enfants, ne semblait pas trop la perturber. Elle a feint la surprise et la douleur, mais sans larmes, demandant même quand elle récupérerait sa voiture. Tout cela semblait très suspect, poussant la police à examiner de plus près le cas de la jeune veuve. Au début, le récit de Jacqueline n'était pas remis en question et semblait le seul crédible, mais le comportement étrange de cette mère de 2 enfants a fait soupçonner aux enquêteurs qu'elle mentait. On a vite découvert que son mariage avec Paul battait de l'aile depuis longtemps. On a aussi appris que Jackie voyait un homme nommé Roger Ferguson depuis plusieurs mois. Il possédait une ferme à Armagh, où il vivait avec sa mère. On les voyait souvent ensemble dans des bars de la ville, en train de boire. De plus, Roger lui rendait visite chez elle quand son mari travaillait, et les enfants étaient absents. Le lendemain de la découverte du corps défiguré, Jacqueline passa de victime à suspecte principale, et Roger fut considéré comme possible complice. La femme ne semblait pas être une veuve éplorée, mais plutôt préoccupée par la récupération de sa voiture. De plus, son récit d'une attaque par une bande de drogués armés paraissait peu crédible. Rien de tel ne s'était jamais produit dans cette ville tranquille. Et où étaient-ils allés après avoir abandonné la voiture avec le corps? En outre, ces criminels mystérieux n'avaient laissé aucune trace, ce qui était également étrange. Personne d'autre n'avait vu d'étrangers suspects en ville. Cependant, presque tous ceux qui connaissèrent la victime en parlaient négativement. De plus, on apprit que le défunt avait une assurance vie, et sa femme pouvait toucher 300 000 livres sterling en cas de décès. Un vrai mobile venait d'apparaître dans cette affaire, qui pourrait expliquer le crime.
Jacqueline dit avoir appelé à l'aide en composant le numéro avec sa langue. L'appareil examiné révéla des traces de sa salive. Mais les enquêteurs ont noté que le téléphone était face cachée sur la table. Mains liées, impossible de le retourner ou composer si déjà ainsi placé. L'historique du PC du couple révéla d'étranges recherches. Quelqu'un cherchait sur l'assurance vie et les indemnités depuis des mois. Interrogé, Jacqueline nia tout, suggérant que Paul s'y intéressait peut-être. Roger Ferguson, suspect complice, avait un alibi en béton. Sa mère affirma qu'il était resté chez eux, malade. Vers 1h30 du matin, elle fouillait l'armoire à pharmacie pour soigner ses maux d'estomac. Malgré le témoignage convaincant de la vieille dame, son fils restait sur la liste des suspects. La police a tracé le portable du suspect la nuit du crime, révélant que Roger n'était pas chez lui comme sa mère l'affirmait. Il était en fait chez les Crimble, où il est resté plusieurs heures. De plus, il continuait sa relation avec la veuve, vus ensemble dans un bar le lendemain des funérailles de Paul. Autre fait curieux, Jacqueline et Roger ont visité un concessionnaire, regardant des SUV et s'informant sur les mensualités. La mère de Roger les accompagnait, ce qui paraissait encore plus suspect. La police soupçonnait que les amants avaient déjà prévu comment dépenser l'assurance après la mort de Paul, et la mère de Roger était sûrement au courant. Pourtant, lors des interrogatoires, Jackie a juré n'avoir jamais trompé son mari ni voulu lui nuire, mais personne ne la croyait plus. Peu avant le drame, Jacqueline avait commencé comme aide-soignante dans une maison de retraite, mais fut vite licenciée pour conflits et mensonges. Elle n'en a rien dit à son mari, prétendant aller travailler ou avoir des gardes de nuit, alors qu'elle était chez Ferguson. La tromperie fut révélée quand Paul rencontra une ex-collègue de sa femme, qui lui raconta tout. Il tenta de parler à sa femme, mais cela ne fit que déclencher une nouvelle dispute. Elle menaça de le quitter pour son amant, de prendre les enfants et d'interdire à leur père biologique de les approcher. C'était la plus grande peur de Paul. Il a donc fait des compromis et fermé les yeux sur son infidélité. Il ne se confiait qu'à son meilleur ami, qui a témoigné au tribunal, rapportant les paroles de Paul. Roger n'était pas très malin. Il était fort, mais simple d'esprit et facilement influençable. Jacqueline l'a vite dominé, manipulant son amant pour qu'il fasse ses 4 volontés. Il se battait volontiers pour elle, ce qui la flattait énormément. Il était sûrement vraiment amoureux d'elle et croyait tout ce qu'elle disait. La femme se plaignait à Ferguson de son mari, l'accusant d'être grossier, cruel et même violent. Bien sûr, tout ça n'était que mensonge. Mais à chaque plainte, l'amant détestait Paul davantage, le croyant brutal et oppressif envers Jacqueline. Elle lui a mis en tête l'idée qu'en supprimant son mari, tous leurs soucis seraient réglés, leur permettant d'être ensemble avec une belle somme pour vivre confortablement. Environ 2 semaines avant le drame, Madame Crimble a cherché des gens prêts à commettre le crime contre rémunération. Mais après avoir envisagé plusieurs options, elle et Roger ont laissé tomber l'idée. Les amants ont apparemment décidé de le faire eux-mêmes, sans laisser de traces ni témoins, pour garder toute l'assurance. Le vendredi 18 juin, Jacqueline a emmené les enfants chez leurs grands-parents pour le week-end. Le samedi, elle a proposé à son mari de sortir boire un verre pour se détendre et discuter. Paul a accepté avec plaisir, pensant que ça pourrait améliorer leur relation. Il ne savait pas que c'était une invitation à sa perte. Ce soir-là, au bar, les gens ont remarqué Jackie qui tentait d'enivrer son mari, pourtant non buveur. Elle l'a fait boire, le forçant à enchaîner les shots, puis a sorti son mari ivre du bar après minuit. Les caméras les ont filmés. Et c'était la dernière fois qu'on a vu Paul vivant. Cela a révélé un écart de temps significatif. Le bar était à 10 minutes à pied, et l'attaque a eu lieu dès leur retour, durant 15 minutes max, selon Jacqueline. Ensuite, son mari aurait été enlevé dans leur voiture, et elle aurait appelé la police immédiatement. Pourtant, environ 1h30 s'est écoulé entre leur apparition sur caméra et l'appel à la police. Les enquêteurs pensent que ce temps a servi à effacer les traces et simuler une attaque par des tiers. De plus, Jacqueline a délibérément saoulé son mari pour qu'il ne puisse pas résister. Selon elle, les criminels ont frappé Paul à terre, puis l'ont étranglé avec un sac plastique sur la tête, fixé par du ruban adhésif. Les blessures sur le corps confirmaient son récit, mais la police soupçonnait déjà qu'elle et son amant Ferguson étaient les agresseurs. Après examen minutieux, les enquêteurs ont trouvé une empreinte de chaussures d'homme mal effacée sur la scène de crime. La semelle correspondait aux chaussures de Roger, mais cette preuve restait circonstancielle. Cependant,
D'autres preuves plus solides pesaient contre le couple criminel. Un mégot avec la salive de Roger dans la poubelle et son empreinte sur le lien des mains de Jacqueline. De plus, les empreintes de Ferguson étaient sur les liens des mains et des pieds de la victime. Et sur le sac ayant étouffé la victime, on a trouvé des traces de sueur et de sébum des deux amants. L'enquête a aussi révélé un autre complice de ce crime brutal, Colin Robinson, une jeune connaissance de Roger. Roger l'a appelé le soir de l'attaque, lui demandant un service non précisé. L'ado a conduit sa voiture, l'a laissé au bout de la rue comme demandé, et a marché jusqu'à la maison pour rester discret. Quand Colin a compris ce qui se passait, il a voulu fuir, mais Roger l'a intimidé et, sous la menace d'un couteau, l'a forcé à l'aider à déplacer le corps dans la voiture. Ensuite, ils ont conduit la voiture dans un endroit isolé et l'ont abandonnée. D'abord, le jeune effrayé a nié son implication, mais il a craqué au deuxième interrogatoire et a avoué. L'enquête a duré plusieurs mois. Ils ont rassemblé des preuves irréfutables, interrogé tous les témoins et obtenu l'aveu du troisième complice. Cependant, le procès des criminels n'a débuté qu'au printemps 2007, presque 3 ans après la mort de Paul Crumble. Le 7 mai 2007, Jacqueline et Roger ont été jugés coupables d'un meurtre prémédité visant à toucher l'assurance-vie. La veuve a écopé de 20 ans de prison, tandis que son amant et complice en a reçu 18. Le jeune complice, Colin Robinson, a pris 3 ans pour complicité et tentative de dissimulation des faits. La mère âgée de Roger n'a pas échappé aux charges de parjure et de faux témoignages pour son fils. Vu son âge avancé et ses problèmes de santé, elle n'a reçu qu'1 an de mise à l'épreuve. Même en prison, Jacqueline continuait à détruire la vie de sa famille. Elle était furieuse que personne ne l'ait soutenue au tribunal et que son incarcération ait soulagé ses proches. Même sa mère disait que les gens comme Jackie devraient être isolés à vie pour protéger la société. Fait intéressant, peu après l'enterrement, Jacqueline a brûlé tous les effets et photos de son défunt mari. Danielle a réussi à sauver quelques photos de son père. Elle les cachait dans sa table de nuit, à l'insu de sa mère. L'assurance-vie de 300 000 livres, pour laquelle Paul a été tué, est revenue à ses enfants. Daniel et Adam ont perdu leurs parents d'un coup, mais leurs soucis ne s'arrêtèrent pas là. Leur mère s'opposait fermement à ce que les grands-parents, des deux côtés, élèvent les enfants. Elle a tout fait pour les priver de leurs droits, plaçant les enfants en famille d'accueil malgré leurs grands-parents. Au moment du drame, Daniel n'avait que 11 ans et son frère Adam à peine 5. Jacqueline a gardé ses droits parentaux et manipulait ses enfants depuis la prison. Elle voulait qu'il proclame son innocence, usant de diverses tactiques de pression. Elle promettait de signer pour leur sortie scolaire s'ils la visitaient, mais les a dupés. Lors de la visite, elle exigea leur témoignage et refusa de signer le document. Résultat, le frère et la sœur étaient les seuls à rater les excursions de classe. Daniel, 31 ans, vit à Basingstoke, travaille en garderie et fréquente Simon Brice, ingénieur. Son frère, 25 ans, bien éduqué, s'est installé à Londres. Jacqueline sort l'an prochain. Ses enfants craignent qu'elle continue à nuire à leur vie. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne. D'autres histoires choquantes vous attendent.